Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de ma dernière lecture. J'ai terminé le tome 3 des 7 sœurs, donc la saga familiale. Dans ce tome-ci, nous allons parler de Star. Donc Star, c'est la troisième sœur par ordre chronologique donc d'arrivée, la troisième plus âgée. Star, c'est une jeune femme qui est très timide, très discrète et qui ne parle pas beaucoup. Alors petit pitch par rapport à l'histoire si vous ne connaissez pas, donc la saga des 7 sœurs, en fait il y a 7 tomes en tout. Les 6 premiers concernent chacun une des sœurs parce que donc ce sont 6 sœurs qui ont été adoptées par un homme. Et chacune des sœurs recherche en fait ses origines, donc un tome par sœur. Le 7e tome, c'est la sœur, concernera j'imagine la sœur manquante, on ne sait pas qui, je ne sais pas ce qu'il y aura dans ce tome. Je vous avoue que c'est celui qui m'intrigue le plus, hein. Je suis pressée d'arriver au 7e tome parce que vraiment je me demande comment va tourner l'histoire en fait, qu'est-ce qui va se passer. Et donc comme pour tous les romans de cette saga, l'autrice alterne époque présente et époque historique. Donc vous avez comme ça deux histoires, l'histoire de la sœur qui est à la recherche de ses origines et l'histoire de son aïeul où en fait on voit comment est-ce que ça se fait que la sœur a fini par être adoptée. Donc on suit vraiment toutes les traces depuis son ancêtre. En général l'histoire historique se déroule début des années 1900. Alors moi j'aime vraiment beaucoup cette façon de faire et comme je vous dis à chaque fois, la partie historique est la partie que je préfère. Ici c'est encore le cas. J'ai vraiment beaucoup aimé la partie historique. J'aime bien aussi l'endroit où se situe l'histoire. C'est un pays que j'apprécie, en tout cas avec des décors que j'apprécie. Même si j'aime la chaleur, même si j'aime la plage, la mer, etc. Les paysages qui me plaisent le plus, ce sont des paysages de forêt, de montagne, de verdure. Et là on y est, donc du coup j'étais assez contente par rapport à ça. Après j'ai trouvé que la partie qui concernait Star était moins intéressante que pour les deux premiers tomes. Disons que Star, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un d'assez réservé, de discret, etc. qui a au final assez peu de personnalité et je trouve que on le voit fort dans le roman. Enfin, moi je trouve qu'elle a pas tellement de personnalité, elle ressort pas trop. Après voilà, c'est quelqu'un qui c'est un personnage qui est construit comme ça. Mais disons que ça correspond peut-être pas trop avec ce que moi je suis, donc du coup j'ai eu plus de mal avec ce personnage là. Néanmoins j'ai beaucoup aimé, hein. J'ai adoré ce 3e tome, peut-être un peu moins que les deux premiers, franchement ouais un peu moins, même si ça reste quand même une lecture super cool. Et voilà, je ne peux que vous la conseiller si vous avez envie de découvrir cette saga. Le 3e tome, je ne pense pas qu'il vous décevra parce qu'il est vraiment très bien. Là moi j'ai enchaîné avec le 4e tome. Je ne savais pas si j'allais enchaîner les 7 tomes, mais il semblerait que c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, puisque j'ai directement enchaîné avec le 4e tome, ça fait des semaines maintenant que je suis sur cette saga là. Et en fait dès que je termine un tome, je me pose même pas de la question de savoir est-ce que je lis autre chose ou est-ce que je continue. En fait j'aime tellement ces histoires là, j'aime tellement ces aspects historiques, ça me fait tellement du bien de lire ça que j'ai pas envie de passer à autre chose. En plus, vu que chacune des sœurs vient d'un pays, même d'un continent différent, disons que vous voyagez énormément en lisant ces bouquins là, parce que voilà, l'autrice a quand même fait un gros travail à chaque fois de recherche. Franchement, moi qui suis moi-même autrice, je me rends compte du boulot qu'elle a dû faire à chaque fois dans ses recherches pour coller le plus possible à la réalité de l'époque, à des faits historiques, parce que c'est basé sur des faits historiques réels, même si l'histoire romancée est fictive. Du coup elle a quand même dû faire énormément de recherches et d'ailleurs on le voit dans ses remerciements. Et je crois qu'elle cite aussi les ouvrages dont elle s'est inspirée pour écrire l'histoire. Et il y a beaucoup de références, donc on voit qu'elle a potassé son truc, ça doit être un travail de dingue. Mais du coup en fait vous voyagez énormément et voilà, ici dans le 4e tome c'est super dépaysant parce que on se trouve, sans vous en dire trop, sur un continent complètement... Enfin on n'est pas du tout en Europe et dans un pays personnellement que je connais pas du tout, dans le début des années 1900, donc c'est super intéressant. Franchement moi j'apprends plein de trucs tout en suivant une histoire, donc vous avez un petit suspense. En général c'est toujours une romance, hein, parce que si vous voulez, bon, on suit en fait une aïeule, donc une femme.
Et dans le début des années 1900, les femmes étaient un petit peu obligées de se marier et pas toujours spécialement par amour. Et donc il y a toujours une petite intrigue romanesque avec cette héroïne. En général ce sont des femmes qui sont assez rebelles pour leur époque et ça j'aime bien. Donc voilà, ici le tome 4, je crois que c'est la sœur qui m'intéressait le moins. J'avais pas trop d'affinité avec cette sœur là, je vous avoue je l'aimais pas trop en fait. À chaque fois qu'elle interagissait dans un des tomes, elle me plaisait pas trop et au final pour l'instant en fait ça va, voilà. Je vais pas dire que je l'aime bien, mais on va dire que ça passe. Par contre j'aime bien l'histoire de son aïeul. Là je suis à la moitié du roman et franchement j'aime beaucoup. Je me demande comment ça va tourner. C'est assez inédit je trouve comme histoire, en tout cas pour ce tome 4. Donc voilà, je pense vraiment que je vais tous les enchaîner. Donc du coup je suis désolée, mes vidéos à chaque fois chroniques de livres, elles se ressemblent un peu toutes puisque je parle à chaque fois je suis toujours dans cette saga là. Mais voilà, j'ai vraiment envie de vous en parler et de vous donner envie de lire ces livres là parce qu'ils sont vraiment super chouettes. J'ai vu que Lucinda Riley avait écrit d'autres romans, en fait elle en a écrit tout plein et apparemment c'est toujours des romans historiques. Donc je crois que je vais pas m'arrêter là dans ma découverte de cette autrice parce que vraiment je me découvre une passion pour ces romans historiques. C'est un truc que j'aime beaucoup. J'en ai lu quelques-uns par le passé hein. J'ai lu beaucoup sur les rois de France, sur Louis XIV et Louis XV. J'ai eu ma période où j'adorais cette époque là et j'ai lu pas mal de bouquins de romans sur cette époque là. Puis je suis passée à autre chose, je suis passée aux livres érotiques et maintenant les livres érotiques c'est un truc que je peux plus lire, j'aime plus du tout. Les romans new adultes pareil, mais par contre voilà tout ce qui est romance historique j'aime bien et en plus quand je sais qu'il y a des faits réels dedans ça me plaît encore plus parce que j'apprends des trucs. Voilà. Alors j'enchaîne avec un point sur mes corrections. J'aime bien vous tenir au courant de ça. Donc je vous avais dit que Utricia, la réédition du tome 1 d'Utricia paraîtrait donc au mois de juillet. Alors en fait ce sera pas au mois de juillet, ce sera le 25 août. Parce que les corrections prennent beaucoup plus de temps que prévu. La correctrice met beaucoup de temps à corriger. Donc à la base elle m'avait dit qu'elle voulait mettre 1 heure par chapitre, donc 1 heure de correction par chapitre, mais apparemment elle met plus que 1 heure de correction par chapitre. Donc la correctrice pensait m'envoyer tous les jours 4 chapitres et en fait c'est pas du tout ce qui se passe. Là pour vous dire, mais moi hein, j'ai eu les 4 premiers chapitres que j'ai corrigés. Il m'a fallu plusieurs jours pour les corriger. Clairement ça me prend un temps de dingue pour corriger ces chapitres. Il y a énormément de corrections. Alors ce qui est assez étonnant c'est que ce roman a déjà été corrigé une première fois puisqu'il a été publié. Alors je l'ai retravaillé mais j'ai principalement retiré beaucoup de choses. J'en ai ajouté un petit peu mais vraiment très peu. J'ai modifié certaines phrases etc qui me semblaient pas très bien construites. J'ai retiré des répétitions. Et malgré ça, j'ai jamais eu je crois autant de corrections pour un de mes romans. Je crois que c'est vraiment la première fois que j'ai autant de corrections. Alors il y a pas mal de répétitions, ça elle me l'avait dit, donc c'est vrai qu'elle les souligne souvent. Alors je change certaines mais d'autres pas parce que... mais ça c'est... Enfin voilà, elle le souligne, après je fais comme je veux. Hein. Si j'ai pas envie de changer, je suis pas obligée de changer, mais elle le souligne. Mais ce qu'il y a c'est que parfois elle me propose des suggestions. Et je vois vraiment la différence d'une maison d'édition à l'autre, je trouve ça assez dingue. Chez BMR par exemple, moi quand je faisais en sorte de ne pas répéter quelque chose, un mot, j'utilisais un autre terme qui allait moins dans la phrase, mais c'était pour éviter la répétition et je remarquais que la correctrice chez BMR me recorrigeait en me mettant le terme qui était plus approprié même s'il y avait une répétition. Parce que parfois il vaut mieux avoir une répétition mais utiliser le terme adéquat plutôt qu'essayer absolument de chercher à enlever la répétition en mettant un mot ou un groupe de mots qui en fait jure dans la phrase. Et ici la correctrice c'est exactement ce qu'elle fait en fait. Souvent je vois qu'elle me propose des trucs qui pour moi jurent très fort dans la phrase et je trouve que ça va pas. En fait on voit qu'on a voulu éviter une répétition et que du coup on a mis un mot ou un groupe de mots qui veut plus ou moins dire la même chose mais qui fait que c'est pas fluide dans la phrase.
Donc voilà, moi je préfère franchement mettre une répétition et que la phrase soit fluide plutôt que l'éviter et faire en sorte que ça cloche en fait dans la phrase. Donc comme il y a beaucoup de trucs qui sont soulignés, j'ai beaucoup de choses à relire parce qu'il suffit pas de lire le mot, tu dois à chaque fois relire complètement la phrase pour voir si effectivement le mot qu'on te suggère est mieux que celui que tu as mis, ou peut-être changer l'autre pour éviter la répétition ailleurs et pas là où on te l'a souligné. Enfin, ça prend énormément de temps, ça lui prend à elle énormément de temps et à moi qui dois valider ou pas la correction, ça me prend un temps de fou. Il y a aussi des corrections sur le fond, mais ça va, il y en a pas trop, il y en a quand même quelques-unes mais il y en a pas trop. Parfois aussi je remarque qu'elle change complètement mes phrases. Alors parfois je l'accepte, parfois je l'accepte pas. Je vous avoue que ça j'ai un peu du mal parce que tes phrases tu les construis parce que avec ton style en fait, et quand quelqu'un passe derrière et change tes phrases, c'est plus ton style. Du coup pour certaines je les accepte, pour d'autres je les accepte pas, ou encore pour d'autres je formule encore différemment. Mais voilà, tout ça pour dire que ça m'a jamais pris autant de temps de faire des corrections, vraiment. Là je vous dis, j'ai fait les 4 premiers chapitres, ce qui correspond à 26 pages, il y en a 300, un peu plus de 300. Franchement ça me démoralise un peu parce qu'en fait c'est super long quoi. Et moi je travaille la journée, donc du coup je sais pas faire ça la journée, je suis obligée de faire ça le soir quand les enfants sont au lit. C'est-à-dire qu'il est plus de 9 h et en général moi à 21 h je vaux plus rien quoi, je suis crevée et j'avance pas. Donc c'est un peu compliqué, je m'attendais pas du tout à ça. Là j'ai reçu en fait hier les corrections du chapitre 5 au chapitre 10. Je m'y suis pas encore mise parce que voilà, j'ai eu des trucs prévus ce week-end et j'ai pas su m'y mettre. Mais bon là il va falloir que je me lance. J'ai vu qu'il y a certaines pages où il y a moins de corrections que d'autres. Je sais que le début de mon roman était le plus problématique. Parce que c'est un premier roman et donc il y a énormément de... Voilà, la façon dont il est construit, je construis plus du tout mes romans comme ça maintenant, mais à l'époque, pour le premier roman, je l'avais construit comme ça, c'est-à-dire qu'au départ, vous rentrez pas directement dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de détails qui sont donnés sur le lieu où elle est, sur comment ça se fait qu'elle en est arrivée là, etc. C'est pas très actif, les premiers chapitres ne sont pas très actifs, ce qui est une erreur, je trouve, à ne pas faire. Quoique il y en a certains qui le font, en fait on peut apprécier ou pas. Moi c'est un truc que je fais plus maintenant parce que je trouve que c'est pas super de faire comme ça. C'est mieux de rentrer directement dans l'action et donner des détails au fur et à mesure de votre histoire. Là j'ai retravaillé le roman, je l'ai beaucoup allégé, mais je n'ai pas rechangé complètement la structure. Parce que sinon autant tout effacer et tout réécrire quoi. Et c'était pas ce que je voulais faire parce que voilà... Ça j'avais vraiment pas envie de faire, j'avais pas le temps et surtout pas le courage. J'ai donc laissé la structure initiale. Elle me l'a fait aussi constater que voilà, elle aurait en fait fusionné le chapitre 1 et le chapitre 2 et évité toutes ces explications de comment ça se fait qu'elle a été engagée en tant que prof de français en nutritia, etc. Si je fais ça, ça va encore me prendre des jours et j'ai pas envie, donc même si dans l'absolu c'est ce qu'il aurait fallu faire. En fait, le mieux de tous aurait été de supprimer le roman, je vous dis, et de le réécrire. Pour là, vraiment avoir un roman avec mon style actuel et avec ma façon de construire les histoires actuelles. Mais voilà, c'est pas du tout le but. Là, le roman, la façon dont je l'ai allégé, j'en suis déjà bien contente parce que... je trouve que c'est déjà beaucoup mieux écrit, c'est plus fluide, il y a moins de détails. Quoiqu'elle m'a dit qu'elle trouvait qu'il y avait encore beaucoup de détails. Alors je sais pas ce qu'elle aurait fait si j'avais laissé tous les 100 pages en plus en fait. Parce que là je pense que ouais, je crois que mes corrections, je sais pas ce que ça aurait donné, mais à mon avis j'aurais mis des semaines pour corriger les 4 premiers chapitres. Donc voilà, de toute façon des corrections c'est toujours subjectif. Il y a très peu de fautes d'orthographe, je crois qu'elle m'en a souligné aucune, parce que ça je sais qu'il n'y en a pas, ou en tout cas très peu. Ce qui me fait aussi sourire, c'est que vraiment d'une correctrice à l'autre c'est pas la même chose et en fait au final c'est embêtant parce que vu que entre correcteurs ils ne savent pas s'entendre sur cette règle là et c'est vachement pénible. En fait moi au début dans ce premier roman, donc la correctrice qui l'avait corrigé en tout premier lieu, elle m'avait mis des virgules avant le mais. Donc quand vous écrivez vous avez votre phrase, puis vous avez un mais et elle me mettait une virgule avant le mais. Et du coup moi avant je faisais pas ça, je mettais pas de virgule.
Mais je me suis dit ok, c'est une règle d'orthographe que je connaissais pas, donc je vais l'intégrer. Donc maintenant, donc ça fait 7 ans quand même, hein, systématiquement avant les mais je mets une virgule. Quand vous regardez les règles de ponctuation, vous pouvez soit en mettre, soit ne pas en mettre. Ce n'est pas obligatoire et ce n'est pas une faute si vous en mettez une. C'est comme vous voulez. Et en fait là, ma correctrice, elle me retire toutes les virgules. Donc il y en a partout, hein. Il y en a, parce que chaque fois qu'il y a un mais, je mettais une virgule quoi du coup. Elle est en train de toutes me les retirer. Donc en soi elle a raison, mais en soi j'ai raison aussi. Et en fait ce qui est pénible, c'est que c'est pas la première fois que je remarque ça, que les correcteurs ne s'entendent pas entre eux sur les règles d'orthographe. Il y en a certains qui ont des préférences par rapport à d'autres et donc qui corrigent en fonction de leurs préférences sans se dire qu'en fait ce que toi tu as fait, ben, c'est pas une erreur quoi. Et voilà, c'est pas la première fois que je vois ça et je trouve ça un peu chiant. Après je l'ai pas souligné parce que en soi qu'il y ait la virgule devant le mais ou pas, je m'en fous, mais disons qu'elle va s'amuser à faire ça pour les 300 et des pages parce que chaque fois il y a des virgules. Dans le tome 2, si c'est elle qui le corrige, elle va devoir retirer toutes les virgules aussi. Pour Attise-moi si tu peux, Désire-moi si tu peux, qui vont être publiés en 2022, il y a des virgules aussi. Donc voilà, dans tous mes romans, moi je mets des virgules avant les mais. Et voilà, ça c'est un truc que vous devez savoir. Peut-être que vous ne saviez pas ça si vous n'avez jamais publié de livre en maison d'édition. Et bien voilà, les correcteurs ont leurs petites préférences parce que vous avez certaines règles de français qui sont un peu floues, où vous faites un peu comme vous voulez. Et du coup, c'est à l'appréciation du correcteur. Moi je vous avoue que j'ai tellement maintenant pris l'habitude de mettre la virgule avant le mais, j'ai vraiment intégré ça. En fait maintenant j'arrive plus à écrire sans mettre cette virgule, même quand j'écris des mails dans le cadre de mon travail etc. Du coup je dois faire des résumés de trucs, de réunions, peu importe. Je mets d'office une virgule avant le mais et je peux pas m'en empêcher en fait, c'est automatique. Et je vous prépare de toute façon aussi une vidéo sur les remarques de la correctrice. Voilà, donc il y a encore d'autres vidéos qui vont arriver sur ce que moi j'ai constaté à la relecture de mon premier manuscrit. Je crois qu'il y en a encore, je vais encore en faire une, voire peut-être deux, je sais pas. En fait il faut juste que je trouve le temps de les filmer. Là j'ai pas encore eu le temps. Il y en a encore une ou deux en tout cas qui vont arriver. Une sur deux peut-être. Et il y en a une que je compte faire sur les remarques de la correctrice, parce que je me dis que ça peut aussi vous aider hein, parce que du coup là c'est un regard professionnelle, enfin je suis professionnelle aussi mais je suis pas correctrice, donc là je me dis que ça peut être intéressant, voilà. Donc je vais peut-être inclure ce petit point là que je viens de vous expliquer sur le fait que chacun a ses préférences par rapport à l'orthographe et que voilà, que parfois on vous corrige des trucs qui en fait sont pas une faute, mais c'est juste que la correctrice ou le correcteur préfère que ce soit écrit de cette façon là et du coup en fait je me dis que ça peut aussi modifier votre style, parce que tu sais si tu es un auteur et que tu prends l'habitude de mettre des ponctuations à un certain endroit sans que ce soit une faute hein, donc que ce soit une bonne règle d'orthographe, et qu'en fait tu as un correcteur qui passe par là et qui te supprime ça alors que c'est un peu dans ta marque, tu vois, ta patte, ta marque de fabrique quoi. Ben du coup ça modifie en quelque sorte aussi un peu ton style, donc je pense que les correcteurs devraient connaître les deux façons de faire, quand il y a deux façons de faire, et tolérer en fait cette façon que l'auteur a utilisée, parce que ça veut certainement dire que l'auteur préfère que ce soit comme ça. Donc si c'est pas une faute, je pense que le correcteur devrait peut-être l'autoriser et pas systématiquement modifier ça. Je sais pas trop, je ne sais pas, mais voilà en tout cas un truc que moi j'ai constaté. Donc voilà, je vais vous laisser ici je pense pour cette petite vidéo qui n'est pas petite hein, pour le coup. Écoutez, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!